Les gens se connectent, super, excellent. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons traiter du rôle d'un collaborateur, définir le rôle d'un collaborateur. C'est toujours une tâche que je sens périlleuse dans les entreprises là où j'interviens. Et voilà, je me dis que ça peut être un très bon sujet à aborder en webinaire. Et nous allons procéder. Alors, moi, je suis Jimmy Beto, je forme les dirigeants dans leur métier de chef d'entreprise. Voilà, les dirigeants qui veulent développer des entreprises pérennes, qui peuvent fonctionner sans eux. Voilà, dans le but d'avoir une activité qui peut permettre aux dirigeants de vivre la vie qu'il veut et qu'il veut vivre. Alors, dans ce cadre-là, j'interviens auprès des chefs d'entreprise TPE, PME, entre quelques collaborateurs jusqu'à 50 ou 100 collaborateurs. Voilà, c'est parti. Définissez les rôles et responsabilités de vos collaborateurs et libérez-vous l'esprit et l'agenda. Oui, pour moi, c'est important. Une grosse partie des sollicitations qui viennent consommer l'emploi du temps des responsables de service ou des directeurs de service, aussi bien que du chef d'entreprise, eh bien, ces sollicitations sont souvent liées à des manques de précision quant à la définition des rôles. Et il me semble voilà, il me semble crucial de pouvoir intervenir là-dessus pour favoriser l'autonomie des collaborateurs et faire en sorte qu'ils puissent travailler sans avoir à nous demander s'ils ont la possibilité, s'ils peuvent faire telle ou telle tâche, ou au contraire, des fois d'ailleurs, ça pourrait être bien qu'ils ne fassent pas telle ou telle tâche qui se trouve être en dehors de leur champ de responsabilité. Et voilà, et si les choses avaient été clarifiées, eh bien, il y aurait peut-être aussi euh, des problèmes ou des litiges ou des problèmes de non-qualité dans les entreprises qui pourraient être évités. Alors, on va aborder cette notion de rôle du collaborateur, mais en s'appuyant que sur certains éléments de la fiche de poste. La fiche de poste, pour moi, est un outil de management extrêmement pertinent puisqu'on y retrouve beaucoup d'informations. Mais on va toucher ici les quatre piliers qui donnent du sens à l'action principalement. Il y a d'autres éléments de la fiche de poste, euh, le statut, la position hiérarchique, la localisation, savoir-être, savoir-faire. Donc il y a plein d'autres éléments dans la fiche de poste pour qu'elle soit complète. On ne va pas aborder tous ces éléments-là. Donc c'est pas un webinaire sur la fiche de poste, c'est vraiment un webinaire sur les éléments qui permettent de définir précisément le rôle d'un collaborateur et son champ décisionnel et son autonomie. La difficulté que je rencontre dans les entreprises sur cette définition des rôles est liée à la différence qu'il peut y avoir entre du savoir-faire pratique et du savoir-faire théorique. Le savoir-faire pratique, c'est quelque chose qu'on va maîtriser de manière intuitive, à force d'avoir vu faire une tâche des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de fois et de l'avoir pratiqué soi-même, on va avoir une connaissance intuitive de la façon dont il faut réaliser la tâche. Et derrière, quand il s'agit d'expliquer point par point comment faire les tâches, eh bien, on est plus embêté. Alors, voilà, certains disent que c'est pas situé dans la même partie du cerveau droit ou cerveau gauche. Donc ça a été une tendance dans les années 80 et 90 que de distinguer cerveau droit et cerveau gauche, notamment la partie rationnelle et la partie émotionnelle. Bon, il y a certaines études maintenant en imagerie et cérébrale qui mettent un petit peu à mal le modèle du cerveau droit et du cerveau gauche. Les choses sont un peu plus diffuses dans le cerveau, mais peu importe. Ce qui est sûr, c'est que réaliser une chose de manière intuitive ne relève pas des mêmes compétences que de savoir décrire cette chose-là. L'apprentissage de la conduite d'une voiture, quand on prend une voiture pour la première fois et qu'on apprend à conduire, qu'on passe le permis, on se pose toujours la question à quel moment on va débrayer, à quel moment on va accélérer, est-ce qu'il faut mettre la main sur le volant ou sur le levier de vitesse. Bon, après 50 000 kilomètres de conduite après le permis, eh bien, on se pose plus ces questions-là. Dans les entreprises, c'est pareil. Savoir faire quelque chose, ça veut pas forcément dire qu'on sait l'expliquer. Et bon nombre de fois, je vois des dirigeants qui disent, mais bon, ça, on voit que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et on le voit pas forcément. Et quand on a la tendance à dire, oui, mais c'est évident, eh bien, moi, je dis, est-ce que c'est vraiment évident? Donc, je pense que évident, c'est un terme
qui peut masquer bien des difficultés et auxquelles il faut être vigilant. Alors, je rappelle aussi le cercle vertueux de l'entreprise. L'idée, c'est que le dirigeant, au contraire, s'occupe des équipes, les équipes s'occupent des clients, les clients s'occupent de l'entreprise, en payant à l'heure, en parlant bien de l'entreprise, et après, l'entreprise fournit un certain nombre de points de satisfaction aux dirigeants. Donc voilà, donc dans ce cadre-là du cercle vertueux de l'entreprise, le dirigeant est vraiment orienté sur comment je peux faire pour faire monter mon équipe en compétences. Et bien, un des points d'entrée, bien sûr, c'est la façon dont les rôles sont définis. Et dans ce cadre-là, s'occuper de l'équipe, ça relève de deux aspects. Le premier, c'est le leadership, et le deuxième, eh bien, c'est le management. Alors le leadership, on a énormément d'ouvrages qui traitent du leadership, des articles sur Internet, on en trouve autant qu'on veut. On va toucher à travers le leadership la capacité à motiver ou à engager les collaborateurs, l'équipe, et la capacité aussi à avoir leur concentration, se diriger vers un même endroit, souvent la vision du leader. Donc, ce sont des attributs qui sont importants dans l'équipe. Et la partie management va relever plus de la méthode, de l'analyse des compétences, de la façon dont on fait les choses, la façon dont on transmet l'information. Donc, le management va plutôt être de l'ordre va porter sur la productivité et la compétence. Voilà, en termes de gestion et d'une équipe et de développement d'une équipe, eh bien, on a le duo gagnant, le leadership pour le sens qu'on apporte à ce qu'on fait, et puis le management pour la méthode. Et on va voir qu'à travers les 4 points qu'on va aborder pendant ce webinaire, eh bien, on va à chaque fois mettre l'accent aussi bien sur ce qu'il faut faire que sur pourquoi il faut le faire. Et c'est un point important justement pour définir le rôle des collaborateurs. Et dans un premier temps, la façon dont on va aider le collaborateur à mieux comprendre ce qu'on attend de lui, eh bien, doit aussi passer par une position à l'égard du collaborateur qui est ce qu'on appelle une position gagnant-gagnant, dans le sens où moi je me respecte et je fais en sorte de définir un objectif qui me convient, et je respecte aussi mon interlocuteur et mon collaborateur, et on va définir ensemble un objectif qui lui convient aussi. Au final, l'objectif conviendra aux deux parties. Donc, dans la définition des rôles, garder à l'esprit cette notion d'objectif commun, c'est essentiel, puisque si on est sur du perdant-perdant, eh bien, c'est au détriment, bien sûr, de l'organisation. Si on a des objectifs qui nous conviennent à nous, mais pas à notre interlocuteur, ou l'inverse, s'ils conviennent à l'interlocuteur et pas à nous, eh bien, c'est pas une position viable à long terme. Donc, on est vraiment dans la recherche du gagnant-gagnant et de l'objectif commun. Donc, on définit les rôles pour que ce soit profitable et bénéfique, aussi bien aux collaborateurs qu'à nous-mêmes, qu'au reste de l'équipe et qu'à l'entreprise dans son intégralité. Voilà, et du coup, on va pouvoir aborder ces quatre points du rôle du collaborateur. Et le premier est celui qui porte sur la finalité de ce rôle. Alors, par finalité, on entend le caractère de ce qui tend à un but, à une fin, d'où finalité. Ça peut même être le but lui-même. En gros, je dirais que la finalité d'une action, eh bien, c'est le pourquoi on fait le chose. Donc, c'est le sens dont on parlait tout à l'heure, hein, le sens et la méthode, mais dans la finalité, on est vraiment dans le registre du sens, et on n'est pas dans le registre de comment on fait les choses. Voilà, la finalité d'un poste, c'est quelque chose qui est extrêmement important à définir. Alors, quelques exemples pour clarifier ce point-là. Alors, si je prends l'exemple d'un poste de responsable administratif et financier, eh bien, dans la finalité du poste, on va éviter de préciser gérer l'administratif. Gérer l'administratif, ça concerne peut-être la fonction en elle-même, mais ça ne nous dit pas pourquoi ou à quoi ça sert, pourquoi on le fait et dans quel but on le fait. Donc, moi, je conseille d'éviter ce type de descriptif, ou tout au moins de le compléter, et je favoriserai une description de la sorte: assurer, par exemple, un haut niveau d'accessibilité, de pertinence et de transmission de l'information administrative et financière pour toutes les parties concernées. Dès lors qu'on définit une finalité comme ça
plusieurs impacts, plusieurs conséquences. Un haut niveau d'accessibilité, ça veut vraiment dire qu'il faut travailler de sorte que la formation soit facilement accessible, aussi bien dans le classement que dans la mise à disposition, que dans la clarté, que dans la pertinence des informations précisées. D'ailleurs, on précise aussi la pertinence dans la transmission de l'information. Et pour toutes les parties concernées. Alors, c'est pas non plus toute la planète, on limite aux parties concernées. Donc, il y a un certain nombre de volets qui doivent être confidentiels, en l'occurrence sur la partie administrative et financière. Donc voilà, cette finalité de poste-là va donner vraiment un sens et va orienter la façon dont l'opérateur ou l'opératrice va organiser son travail. Et derrière, on sera en mesure de discuter avec elle, notamment lors d'un point individuel sur l'entretien individuel annuel, par exemple, ou même plusieurs fois par an. Et bien, on va pouvoir définir qu'est-ce qui peut être amélioré dans la façon de travailler pour pouvoir toujours aller dans le sens de cette finalité. Alors, un autre exemple sur une fonction commerciale, un commercial en magasin, eh bien, on va éviter accueil commercial, qui est relativement insipide et qui nous aide pas à visualiser exactement ce qu'il faut apporter pour que ce soit bénéfique à l'entreprise. Il y a du subjectif derrière accueil commercial, donc on va peut-être pouvoir supposer, mais c'est pas clair. Donc, je conseillerais de favoriser, par exemple, eh bien, augmenter les ventes en magasin et la satisfaction client en assurant et en optimisant l'accueil commercial et la coordination de la prise en charge des demandes par les services techniques. On sait souvent qu'un accueil en magasin bien, va pouvoir servir d'interface entre des clients qui rentrent dans le magasin et puis après un service technique derrière qui va pouvoir éventuellement gérer du SAV ou des réparations. Et donc l'accueil est extrêmement important, aussi bien sur l'ambiance qui va régner dans le magasin en fonction de si l'accueil est froid ou chaleureux, que sur l'efficacité aussi, si les clients sont impatients, patients, s'ils attendent dans de bonnes conditions ou si au contraire ils attendent depuis trop longtemps et que l'information a été perdue, voilà, ça va avoir un impact fort. Donc définir comme ça la finalité d'un rôle va nous permettre d'envisager la façon dont le rôle doit être conduit de manière optimale. Une fois qu'on a défini la finalité du rôle, eh bien, on va pouvoir commencer à rentrer un petit peu dans le détail et on va pouvoir s'appuyer sur les missions et les tâches qui constituent le rôle lui-même, en sachant que globalement, les tâches sont toutes les activités très concrètes qui sont réalisées de manière opérationnelle et les missions vont être des thèmes sous lesquels on va regrouper un certain nombre de tâches de manière cohérente. Donc la mission va présenter un but élevé, va être inhérent à une fonction, une profession ou une activité, alors que la tâche va être un travail souvent à faire dans un temps déterminé à certaines conditions. Donc voilà, la tâche est vraiment très très spécifique sur un type d'activité à conduire et la mission regroupe un certain nombre de tâches. Sur les orientations, eh bien, il faut garder à l'esprit le besoin d'être spécifique. Donc les tâches sont très concrètes, ce qui nous permet de savoir concrètement ce qu'il y a à faire, et on va bien s'organiser par thème cohérent. Et les missions vont nous donner la direction dans laquelle le collaborateur doit aller. Donc les missions indiquent un but. Donc ça, c'est un point important et qu'on va illustrer tout à l'heure à partir d'exemples. Et une mission qui est précisée par un certain nombre de tâches à réaliser, eh bien, permettent d'ouvrir le champ d'action. Donc voilà, un jeu de tâches vient préciser vraiment chaque mission. Pour chaque mission, il doit y avoir plusieurs tâches et des tâches doivent être reliées à quelques missions dans un poste, en sachant qu'un poste va pouvoir se composer de 2, 3, 4, 5 missions maximum. Et si un poste a plus de 5 missions, c'est que globalement la personne mériterait d'être 2 ou 3 et son rôle mériterait d'être séparé. Alors, dans une petite entreprise avec 2, 3, 4, 5 collaborateurs, on peut exceptionnellement étendre le nombre de missions par collaborateur. Chacun est amené à faire un petit peu tout dans une petite entreprise. Plus l'entreprise grossit, plus les gens vont pouvoir être spécialisés et vraiment avoir des missions beaucoup plus
beaucoup plus restreinte. Alors si je reprends l'exemple vu tout à l'heure sur le commercial accueil en magasin, donc on avait vu la finalité, eh bien l'émission, on va éviter l'émission intitulée accueil, suivi et vente. Là encore, ces missions-là, alors c'est pas l'émission en elle-même qu'il faut éviter bien sûr, mais c'est la dénomination ou la description aussi courte ou voilà de la sorte, on va plutôt préciser des éléments qui nous permettent de donner un sens aussi à la mission. Donc par exemple, au lieu de accueil, on va pouvoir préciser accueillir les clients avec intérêt pour qu'ils se sentent valorisés et considérés. Au lieu de suivi, on va mettre coordonner le suivi, améliorer les délais de traitement SAV. Et au lieu de vente, on va mettre vendre et fournir des solutions les plus adaptées aux demandes des clients. Derrière ces phrases, des éléments qui sont extrêmement importants, là encore, pour conduire le poste lui-même. Accueillir les clients avec intérêt, ça suppose un sens de l'écoute, ça suppose une bienveillance, ça suppose de construire un relationnel avec le client, surtout si, comme il est mentionné, ils doivent se sentir valorisés et considérés. Donc ça va vraiment orienter la façon dont on accueille les clients. Vous voyez que c'est beaucoup plus riche que si on précisait seulement accueil. Voilà, et au lieu de vendre, eh bien, on va mettre fournir des solutions les plus adaptées au domaine des clients, ce qui suppose un certain niveau de diagnostic, donc d'avoir questionné le client pour pouvoir vraiment lui apporter ce dont il a besoin, et éventuellement lui proposer des produits complémentaires pour être sûr qu'il soit satisfait et qu'il puisse utiliser et optimiser pleinement ce qu'il vient d'acheter chez nous. Donc voilà, là encore un certain nombre de répercussions et d'impacts qu'il peut y avoir à préciser ce qu'on attend de chacune des missions qui constituent un poste. Alors, je prends un autre exemple, là en l'occurrence, responsable de dépôt. Responsable de dépôt, donc un gros entrepôt industriel avec un certain nombre de marchandises. Donc, on pourrait avoir des missions qui concernent la propreté, le stock et l'entretien, mais là encore, à mon avis, c'est pas suffisamment explicite pour pouvoir être pertinent et utile et utiliser en management. Donc, je recommanderais de favoriser, par exemple, maintenir un haut niveau de propreté du dépôt et du parking. Donc, on précise là où on est et puis ce qu'on attend, eh bien, c'est effectivement de maintenir ce haut niveau de propreté. Améliorer les temps d'entrée et sortie des marchandises. Donc, c'est pas juste gérer les stocks, hein, c'est faire en sorte d'optimiser la gestion du stock et puis faire en sorte que les marchandises puissent entrer rapidement, donc savoir où on va les stocker et puis sortir rapidement, c'est-à-dire savoir où elles étaient et puis les rendre faciles d'accès pour pouvoir les sortir rapidement. Et puis après, l'entretien. Alors là, en l'occurrence, il s'agissait d'entretenir la flotte de véhicules de livraison, bien diminuer l'impact énergétique et réduire les coûts de fonctionnement. Ça touche à l'entretien, la qualité de l'entretien, la qualité des révisions sur les véhicules, la façon dont les véhicules sont utilisés également. Donc voilà, tout ça touche à l'entretien, mais c'est une fois encore beaucoup plus complet que si on avait juste précisé entretien. Donc voilà, à mon avis, c'est encore un point essentiel. Mettons le plus de sens possible dans la façon dont nous décrivons ce que nous attendons de nos collaborateurs. Alors, après avoir défini les missions, on va définir les tâches. Alors, on avait, juste sur l'exemple précédent, le responsable de dépôt, on avait nos 3 missions. La première mission, eh bien, c'était maintenir un haut niveau de propreté du dépôt et du parking. Donc ça, c'est l'intitulé de la mission avec un but, et là encore une finalité. Et là, on va derrière, sous cette mission qui sert un peu d'ombrelle, on va lister les tâches. Alors, ça peut être rangé, ça peut être classé, ça peut être nettoyé. Alors, ça peut être aussi des phrases. Hein, on n'est pas obligé d'utiliser des verbes seuls. Par exemple, sur la mission numéro 2, qui est améliorer les temps d'entrée et de sortie des marchandises, eh bien, on a comme tâche gérer les entrées et sorties, mettre à disposition les marchandises et mettre les plans à jour. Une fois qu'une marchandise est rentrée, il faut mettre sur le plan où elle a été stockée, et puis une fois qu'elle est sortie, bien libérer l'espace sur le plan. Donc ça, c'était très technique par rapport à une entreprise dans laquelle je suis intervenu. Voilà, donc mission 3, il y a aussi un certain nombre de tâches à réaliser pour être sûr que eh bien l'entretien soit optimal et qu'on puisse réduire les coûts de fonctionnement et l'impact énergétique. Donc voilà, pour chaque mission, après, on va définir un jeu de tâches. Alors, je ne vais pas m'apesantir énormément sur ces tâches parce que souvent c'est ce qui est le plus facile à trouver dans les entreprises et c'est ce qui est le plus fréquemment trouvé là encore sur les fiches de poste. Donc c'est assez facile de lister l'ensemble des tâches qu'on a réalisées ou qu'on souhaite faire.
Ce qui est le plus important à mon avis, c'est effectivement de définir ce qui va au-delà de la tâche, donc les missions et la finalité du poste. Alors en point bonus, pour moi, je mets toujours sur la fiche de poste une catégorie divers, ce qui permet bien de pouvoir indiquer ou préciser des activités annexes qui peuvent être parfois utiles. Et dans ces catégories divers, par exemple, j'aime bien mettre, notamment pour le personnel encadrant, donc chef de service, directeur de département, ou voilà, responsable d'équipe, améliorer les processus dans son service. Et je pense que c'est un bon moyen de faire prendre de la hauteur au collaborateur, lui dire que, en fait, dans les attributions du rôle qui lui est donné, eh bien, il est aussi en charge d'améliorer la façon dont son service fonctionne. Donc, toujours prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à son activité. Et voilà, donc ça, c'est le point bonus que j'aime bien voir mettre dans les fiches de poste, en particulier des collaborateurs, collaboratrices encadrantes. Ensuite, on va utiliser un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir mesurer la façon dont les tâches sont réalisées et la façon dont la personne évolue dans ses missions et dans son poste. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas, et si on veut améliorer la façon dont on travaille, eh bien, il faut avoir un certain nombre d'éléments qui nous permettent de mesurer eh bien, ce qu'on fait ou les répercussions et les résultats de ce qu'on fait. Alors, on va distinguer deux types d'indicateurs. Les indicateurs clés de performance, qui sont des indicateurs connus, on parle souvent des indicateurs clés de performance, quelles que soient les entreprises, qu'on appelle ICP ou IPC, indicateurs de performance clés, selon. Les indicateurs de performance mesurent un résultat. Ça peut être par exemple un chiffre d'affaires, un nombre de prospects par semaine, un taux de rentabilité. Voilà, donc c'est un résultat. À l'opposé, on a aussi, ou tout au moins en complément, si c'est pas à l'opposé, on a les indicateurs clés d'activité qui mesurent la façon dont une activité est réalisée. Donc, on peut mesurer la fréquence ou la densité d'une activité. Par exemple, un nombre d'appels par jour. S'il s'agit de faire de la prospection, et on se dit, moi, je vais appeler 50 personnes par jour. Donc, voilà, donc on va suivre un indicateur clé d'activité. Une longueur de câble posée à l'heure, une longueur de bordure aussi en terrassement ou aménagement paysager, ça peut être suivi. Le nombre de parpaings posés à la minute ou à la journée. Voilà, donc autant d'indicateurs clés qui permettent de savoir si une activité a été réalisée de manière dense ou de manière importante, ou au contraire savoir si l'activité est plutôt sporadique. Alors, entre un rendement et un indicateur de performance, on peut se poser la question, quelle est la différence? Le rendement va vraiment mesurer la façon dont on réalise une activité. L'indicateur de performance va être, lui, sur un niveau supérieur. C'est-à-dire que si l'activité est plus dense, si on augmente le rendement, eh bien, on va derrière améliorer un ratio de rentabilité, par exemple. On va peut-être améliorer une performance commerciale. Si par exemple on en appelle 50 prospects par heure, eh bien on va avoir un niveau d'activité qui va générer derrière, si le taux de transformation est bon, qui va générer un certain nombre de clients. Eh bien un indicateur d'activité, ça va être le nombre de prospects appelés par heure, et l'indicateur de performance, c'est le pourcentage de ces prospects qui deviennent des clients. Donc voilà, donc je dirais que l'indicateur de performance vient dans un deuxième temps. On va chercher la performance, et pour générer la performance, il faut aussi assurer un niveau d'activité suffisant. D'où l'intérêt d'avoir les deux indicateurs. Et pour chaque poste, chaque rôle dans l'entreprise, on recommande d'avoir un jeu qui va de 1 à 6 indicateurs de performance et de 1 à 6 indicateurs d'activité. Alors, quelques exemples sur un autre poste, là, responsable de parc et chauffeur. Donc, des indicateurs de performance, ça peut être le coût d'entretien des véhicules de transport, ça peut être le coût d'entretien du matériel de chantier, là, en l'occurrence. Ça peut être un nombre de pannes sur route ou sur chantier. L'idée étant là que le nombre de pannes doit être le plus faible possible, parce que si le matériel est bien entretenu et révisé dans les temps et dans les délais, eh bien, il ne doit pas y avoir de panne sur les chantiers. On doit être tout dans l'anticipation. Donc, c'est un indicateur de performance. Et un indicateur d'activité, ça peut être le nombre d'infractions routières. C'est-à-dire qu'effectivement, là, l'idée, c'est d'en avoir le moins possible, d'en
avoir aucune. Un indicateur d'activité, ça va être le nombre de contrôles sur les véhicules qui peut être effectué mensuellement ou par trimestre, etc. Donc voilà la différence entre les indicateurs d'activité et les indicateurs de performance avec quelques exemples, sachant que j'ai donné aussi des exemples sur la partie commerciale juste avant, notamment en termes d'appels de prospection, et on peut décliner beaucoup d'indicateurs sur tous les métiers et tous les rôles qu'on doit pouvoir déléguer dans l'entreprise. Alors, les indicateurs sont importants parce qu'ils permettent d'évaluer, bien sûr, la performance quand il s'agit d'indicateurs de performance, et ils permettent aussi d'identifier les axes d'amélioration du collaborateur. Alors, j'ai précisé que ça permet d'auto-évaluer la performance, d'auto entre parenthèses, parce que on peut évaluer, nous, la performance d'un collaborateur, mais il est aussi important que le collaborateur lui-même puisse s'auto-évaluer. On n'est pas là continuellement pour le contrôler. Ce serait contre-productif. Et donc, il faut mettre en place des outils pour que la personne puisse savoir elle-même si elle est en train de faire un travail satisfaisant ou si au contraire, il faut qu'elle modifie sa façon d'opérer. Et de ce fait, voilà, il faut lui fournir les outils qui sont pertinents et qui lui sont utiles. Les indicateurs permettent aussi de fixer des objectifs qui ne sont pas subjectifs, d'où la notion, bien sûr, avec le jeu de mots sur objectif. Je vous prie de m'en excuser, mais c'était néanmoins important, donc il a fallu que je le précise. Un indicateur va permettre de fixer des objectifs qui sont réellement objectifs. Quand on dit à un commercial, il faut que tu fasses un maximum de prospection, il faut que tu vendes plus, c'est subjectif, on n'y arrivera jamais puisqu'il sera toujours possible de faire encore plus. Donc globalement, on sera jamais satisfait. Et derrière, on sait bien que la satisfaction d'atteindre les objectifs, même si parfois c'est difficile, mais la possibilité de les atteindre, la satisfaction de les atteindre sont des éléments importants pour la motivation. Donc voilà, les indicateurs sont aussi des moyens de fixer des objectifs non subjectifs. Point 4, champ décisionnel et autonomie. Eh bien, en fait, il s'agit de préciser le cadre à l'intérieur duquel les décisions pourront être prises sans que vous soyez sollicité de manière trop fréquente. Si une personne sait qu'elle peut acheter du matériel administratif, du matériel de bureau, quand la somme ne dépasse pas 50 € par semaine, eh bien, elle ne va pas vous demander à chaque fois qu'elle a besoin d'un crayon si elle peut en acheter un. Vous allez gagner un temps énorme dès lors que vous mettez ça en place, et si ce n'était pas le cas auparavant. Donc voilà, préciser pour chacun des rôles qu'est-ce que la personne peut acheter, qu'est-ce que la personne peut organiser elle-même, quels sont les types de décisions que la personne peut prendre sans avoir à en demander l'autorisation à sa hiérarchie. Alors quelques exemples, vous pouvez préciser que l'autonomie porte sur des achats de matériel à hauteur de 2 000 € par trimestre, fourniture et achat d'emballage à hauteur de 10 000 € par mois. Voilà, ça dépend des postes, prise de décision sur les réparations de véhicules. Alors là, en l'occurrence, il n'y a pas d'autonomie ou il n'y a pas d'autorisation, c'est-à-dire que chaque préparation sur un véhicule doit forcément avoir eu l'aval de la gérance. Il peut y avoir un budget de 100 € par mois pour déjeuner avec les clients. Il peut y avoir des montants qui sont fixés aussi quand les commerciaux sont en déplacement à raison de 100 € par jour, hébergement et nourriture inclus, etc., etc. Réaliser seul son planning d'intervention hebdomadaire, c'est aussi un point que vous pouvez fixer dans ce champ-là, le champ décisionnel et l'autonomie. Donc en gros, la fiche de poste doit permettre de définir quoi faire et pourquoi le faire. Donc un collaborateur sait après ce qu'il doit faire et pourquoi il doit le faire. Dans la fiche de poste et dans la définition du rôle, il n'y a pas les procédures et modes opératoires. Les procédures et modes opératoires précisent comment le faire. Donc en synthèse, eh bien on définit le poste avec la finalité du poste qui regroupe un certain nombre de missions, 1, 2, 3, 4 missions, 5 missions. Chaque mission va avoir un certain nombre de tâches, tâches 1, 2, 3, 4, et aussi un jeu d'indicateurs de performance, indicateurs d'activité. Donc, pour chaque mission, vous pouvez reproduire ces blocs, tâches, indicateurs, et là vous avez défini précisément avec pertinence et efficacité le rôle du collaborateur, et vous aurez gagné en efficacité puisque les choses pourront être faites de la meilleure manière possible. Alors en conclusion,
Et donc, améliorer sans cesse la qualité de la définition des rôles dans votre équipe. La maîtrise de votre agenda en dépend. Et voilà, si jamais vous avez envie d'aller plus loin ou besoin d'aller plus loin dans la définition de ces missions et dans les finalités, comment définir les finalités des missions et des rôles, eh bien, vous pouvez me contacter. Je serai ravi de vous accompagner et faire un bout de chemin avec vous, pouvoir aller plus loin. Voilà, c'était le webinaire d'aujourd'hui sur les rôles et missions. J'espère que ce webinaire vous aura apporté des éléments utiles pour votre management et la gestion de vos équipes. Je reste à votre disposition si vous le souhaitez. Excellente semaine à vous et à bientôt.